Pendant deux mois et demi, on est resté à la Malcoiffée. Malheureusement, on croyait d'être libérés, parce qu'on a eu des camarades qui ont été libérés. Mais au lieu d'être libérés, le matin, l'Allemand nous a dit partir, français. Ah, alors on prend la valise, et puis on avait touché un morceau de pain, et bon, on donne notre morceau de pain à ceux qui restaient en prison. Mais quand on est arrivé en bas, dans la cour, enchaînés deux par deux, on a dit c'est plus pareil, ça va plus ça. Alors on nous a emmenés à Compiègne. Alors de Compiègne, on est parti dans les wagons, à 70 par wagon, en civil, toujours en civil, là. Et on est arrivé à Buchenwald. Alors à Buchenwald, là, on nous a dépouillés de tout. On n'avait absolument plus rien. Tout, on était tout nus, rasés, tout nus. Alors, là, je me permets de vous dire aussi, parce qu'il y a des jeunes filles, que les femmes aussi, quand ils ont été déportés, ils étaient comme nous. Hein. On les a déshabillés, et on les a habillés en rayés, comme nous, parce que les jeunes femmes ou les jeunes filles, il y en avait, ils ont autant souffert que les hommes. Hein, parce que, vous savez, vos grands-grands-mères qui faisaient de la résistance, parce que beaucoup de grands-grands-mères, c'était eux qui faisaient de la résistance, qui transportaient des plis dans les sacoches de vélo et beaucoup de choses. Hein. Alors, ils ont fait les mêmes parcours que nous. Alors, et si bien traités que nous. Alors, on nous a donné un numéro parce qu'on n'avait plus de numéro. On ne s'appelait plus, on a fait un numéro. Moi, j'avais un numéro 14 000 au début. Alors, on appelait un numéro. Alors, les Allemands, ils nous comptaient 1, 2, 3. Alors, alors le nombre, ils appelaient ça des stucs. Alors, on pouvait aussi bien appeler un morceau de bois. On n'était plus des êtres vivants. Au bout de 15 jours, on a fait un convoi pour aller travailler dans une autre usine. On a été travailler dans une usine sur la mer de Baltique, vous voyez, dans l'île de Lunson, sur la mer Baltique. Alors on est arrivé là-bas, c'était une usine toute neuve. Mais on était habillés en rayé, le rayé c'était ça. Hein. Je vais vous faire voir tout de suite. Un pantalon, je vous le passerai tout à l'heure. Alors, parce qu'on est arrivé à Buchenwald, on nous a dit, oh ben oui, on voyait les autres qui étaient dans l'immeuble en haut. On disait, ben c'est vrai, ils nous donnent des pyjamas. Oh ben on va être bien, hein. Oui. Ça, c'est un pyjama, c'est la culotte d'un de mes camarades de la région de la Palisse. Vous voyez comment il est rentré. Moi, je n'ai pas le mien parce que je m'étais évadé. Mais vous voyez, les femmes aussi étaient habillées pareil, avec des jupes bien sûr, mais ils avaient les mêmes habits que nous. Alors là, on est resté quelques jours à Buchenwald. De Buchenwald, on était à Peenemünde dans la mer Baltique, une usine toute neuve. C'est là qu'on fabriquait le V2. Le V2, c'était la fusée maintenant Ariane ou un truc comme ça. À ce moment-là, il y avait un réacteur, maintenant il y en a 5. Et comme nourriture, à Peenemünde, on mangeait bien. On mangeait 2 fois par jour, on était nourri par la REMAC, on mangeait bien. On n'avait ni poux ni puce. Malheureusement, au bout d'un certain temps, au mois d'août 1943, les Anglais sont venus bombarder l'île. 600 bombardiers au-dessus d'une île. Alors l'usine a été complètement écrasée et l'île pareil. De là, on nous a transportés à l'usine souterraine de Dora, qui se trouve pas bien loin de Buchenwald, à 70 km. Alors c'est une usine souterraine. Dans l'usine, il n'y avait rien. Il n'y avait que des vieux bidons, tout un tas de trucs. On a mis de l'or pour rentrer dans l'usine, déblayer l'usine d'abord, et puis après
les premiers chariots pour montage du V2, du V1 sont arrivés. Mais là, c'était terrible, parce que on mangeait, on couchait dans le tunnel. Et alors, on emmenait le casse-croûte. On avait la gamelle de pendu à la ceinture, parce qu'il n'y avait rien pour nous donner à manger. On était couchés, on nous donnait à manger comme ça. Et 1 litre de soupe, un litre de soupe, un morceau de margarine gros comme un doigt, une rondelle saucisson, et une fois par jour. Des moments, si ce n'était pas du saucisson, on nous donnait une espèce de saucisson, ou des moments un morceau, comme du fromage blanc. Mais on avait 1 litre de soupe tous les jours. Et puis un morceau de pain. Mais un morceau de pain, ça faisait gros à peu près comme 2 paquets de cigarettes, vous voyez, comme c'était du pain noir. Et tout pour 24 heures. Alors là, dans le tunnel, on a commencé de monter le V2 sur des chariots. On a eu quand même de la chance, nous, parce qu'on venait de Pénémune, on était des spécialistes. Par contre, d'autres camarades, ils étaient avec des marteaux-piqueurs, et puis ils creusaient encore dans le tunnel. Alors, c'est comme c'était de la pierre, comme de la pierre à chaud. Beaucoup de gens mouraient. Tous les jours, il y avait des morts. Tous les jours, ou tués, ou morts. Et battus parce que les jeunes étaient tellement fatigués qu'ils s'endormaient, et les SS, les Verts allemands, c'était des politiques, c'était pas des politiques, c'était des assassins. Les Verts allemands, ils avaient un écusson vert, le français c'était un écusson rouge. Et ça veut dire politique, c'est comme ça. Et les Verts allemands, c'était les assassins qui étaient dans les camps, qui avaient tous les assassins qui étaient là-dedans. Et c'était les chefs, parce que c'était... Alors, plus tu tuais de monde, mieux ça allait. Hein. Et avec la peur, eh bien, on avait la peur. Hein. Alors, je suis resté quelque temps au montage, et puis après, j'ai fait du sabotage. J'ai été viré. On m'a envoyé dans un magasin. Alors, j'étais là le plus heureux. Je prenais les pièces détachées, et puis j'allais les livrer aux civils. Et les civils, il y avait des civils allemands qui étaient tous des protégés, en principe des protégés, alors on ne risquait rien. Sous la montagne, on ne risquait rien des bombardements. Mais je vous dis, là, on avait tellement faim. Je vous en raconté une bonne, là. Et bien, un jour, j'allais avec mon petit chariot, j'allais livrer du matériel aux civils, comme ça. J'ai plusieurs pièces de tôlerie, vous voyez. Je vois un cigare, un civil qui avait un petit cigare sur son établi. Hop, j'attrape le cigare et hop, il saute dans la boîte, dans la caisse. Le civil m'attrape. Françoise, comme ci, comme ça. Tabac. J'ai dit, moi, je n'ai pas de tabac. Je pose le béret, je pose le pantalon, je pose tout. Et puis... Et alors, j'ai dit, mais je ne pensais pas du tout que j'avais fait un coup comme ça. Hein. J'ai dit, ben, ça, voler un civil, c'est le coup d'être pendu. Mais je ne me suis pas hop, il m'a passé une gifle et il est parti. Et les autres rigolaient tout autour de m'avoir vu déshabillé. Il a cru peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui avait fait une farce, qui a volé son cigare. Et nous, quelques temps après, on l'a vendu pour 5 sous. Parce que moi je ne fumais pas, mais on avait tellement faim que ce cigare m'en avait tenté, et je me rappellerai toujours. Ben, vous voyez, et 64 ans encore, l'Allemand il cherche toujours son cigare, vous voyez. Ah oui, et moi je me rappelle toujours que j'avais joué souvent, mais j'ai eu peur après, hein. Parce que je volais un civil, c'était le coup d'être pendu, hein. C'est sûr. Et puis après, je vais aller un peu plus vite. Maintenant, après, on a évacué le camp de Dora. On était sur le camp de femmes de Ravensbrück. Il y avait toutes les femmes. Les femmes, vos grands-grand-mères, je vous dis, ils n'ont pas été plus gâtés que nous.
ils étaient habillés comme nous. Ceux qui travaillaient dans les usines de vêtements, ça allait, mais il y en a qui travaillaient à la terrasse. D'autres allaient travailler dans les usines de munitions. D'autres à la terrasse. Une fois, on a été chercher de la soupe, on n'est pas resté bien longtemps. Et alors les femmes, ils venaient, nous, on allait voir approcher les femmes pour demander, parce qu'il y avait des femmes ils cherchaient leur mari ou un des leurs, et les hommes pareil, pour demander s'il n'y avait pas un des leurs. Les femmes SS leur ont tombé dessus à coups de goubille. Hein. Et on aurait dit les femmes SS, là, des vrais sacs de pommes de terre. Et ben on a dit, ben moi les femmes ne sont pas plus gâtées que nous. Hein. Et c'était pas du mal de venir essayer de demander, mais il les enroulait par terre et ils rouaient de coups. Hein. Et ben on a dit, ben les femmes, on a vu qu'ils n'étaient pas heureux. Alors vous voyez, vos grands-mères, vous saurez, parce que souvent on parle des hommes qui ont bien souffert dans les concentrations. Mais vos grands-grands-mères ont souffert bien autant, peut-être plus. À moins que ceux, des moments qui tombaient dans les usines où ils fabriquaient des vêtements. Ouais, les vêtements pour l'armée, vous voyez. Mais ceux qui étaient dans les usines d'armement qui voyaient des cartouches, c'était pas bien. Et voilà. Alors s'il y avait des questions à me poser, il hein, ne faut pas vous gêner. Hein. Je vous répondrai. Comment vous êtes évadé, M. Laurent? Comment vous vous êtes évadé? Ah, comment je me suis évadé? On est reparti de Ravensbrück, à pied, avec les femmes. Il y avait des femmes avec nous, qui étaient avec nous. Tout n'ont pas été évacués. Et on était sur la route. Et puis un beau jour, au bout de 3-4 jours, j'ai dit, oh ben moi je peux plus suivre. Oh ben c'est fini. Ouais, on a dit avec un copain, ben, on va se coucher dans le fossé. On se couche dans le fossé, ça faisait nuit. On trouve un Polonais. Alors ce Polonais, il a dit, ah mais il y a un commando de prisonniers de guerre. Vous savez, les prisonniers de guerre français, il y a beaucoup de prisonniers de guerre français. Je vais vous y emmener. On a eu une chance. Ils nous ont emmenés dans le commando de prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre, ils n'avaient pas bien envie de nous recevoir. On a habillé rayés. Parce qu'eux, ils ne savaient pas non plus ce que c'était que ces gens avec des habits rayés. Parce qu'ils n'en sortaient pas beaucoup. Ils disaient, mais c'est des punis. Vous voyez, ça nous gênait un peu. Les prisonniers de guerre ne savaient pas qu'il y avait des comptes pour ça. Ils voyaient, mais ils disaient, mais c'est des punis. Alors on nous a habillés en prisonniers de guerre. Alors là, les SS sont passés, mais on n'y a pas vu, on dormait. J'étais avec un copain, on dormait. Les SS est passé, on dormait, on était bien, autrement on aurait été tués. Et le lendemain, ben, c'était le 8 mai. Ben, là, plus rien, on n'écoutait plus rien. Alors il fallait se débrouiller pour aller chercher à manger. Même si à l'évacuation on n'avait rien à manger. Alors on allait dans les fermes chercher des œufs, où il y a eu des bombardements, alors il y avait des bêtes de crevées, alors on coupait un bout de beefsteak, et puis on le mettait cuit au bout d'un morceau de bois, et on mangeait le beefsteak. Alors c'est les Russes qui sont arrivés, les Mongols à cheval. Mais nous, ils nous ont pas fait de mal, hein. Nous ont pas fait de mal. Mais c'était un peu sauvage. Les Cosaques étaient quand même mieux, c'était un peu mieux. Alors ils nous ont dit, on ne va pas vous garder. Les Américains, c'était la zone des Américains pas bien loin, vers Parchim, là, on nous a amenés chez les Américains. Une fois chez les Américains, c'était bien, les Américains nous ont désinfectés et tout, et puis ils nous donnaient à manger. Alors là, moi, une fois, je me rappelle, j'ai été manger du riz au chocolat 4 fois. J'avais faim. Et oui. Il y en a qui ont trop mangé, bien sûr, et puis qui sont morts aussi d'avoir trop mangé. Parce que quand je suis rentré un mois après, je faisais encore que 35 kilos. Un mois après. Ouais. Mais moi, ce qui m'a sauvé dans le tunnel de Dora, c'est qu'on travaillait 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Alors, comme je travaillais en boulangerie, j'étais quand même habitué un peu de travailler la nuit. Tandis que les gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler la nuit, ben, ils s'endormaient.
Et les Allemands, les bandits SS leur tombaient dessus, ou les capots verts, et puis ils les tuaient à coups de vomi. Hein. Vous voyez, moi, ce qui m'a sauvé, c'est un peu cette chance-là. Et pourquoi vous avez été évacué de Dora? Eh bien, ils ont évacué de Dora parce que on a vécu, il y en a qui ont été évacués le 4 avril 1945 sur Betzenbergen, et les autres, on a été évacués le 5 sur Ravensbrück. On ne savait pas où on allait, on traînait en... Mais pourquoi ils vous ont évacué? Eh bien, parce que les Américains arrivaient. C'est les Américains arrivaient, ils n'étaient pas bien loin. Alors on nous entraînait dans des wagons. On a fait 4-5 km jusqu'à la gare d'Elrich. Alors j'ai arrêté à la gare d'Elrich. Après on a repris les wagons jusqu'à Osterode. Et Osterode, la ligne coupée. Alors on nous a dit, est-ce que vous pouvez faire 35 km à pied? Oh, on a dit oui. Ceux qui n'ont pas pu le faire, on les a battus le bord de la voie. Et après on était aux colonnes. Alors dans les colonnes, alors là, dès qu'il y en avait un qui flanchait, hop, une balle dans la tête, et puis... Alors de là, on est arrivé à Ravensbrück, mais sans rien manger le bord de la route. Et alors là, il y a eu beaucoup de morts. Alors. Et alors là, on est arrivé à Ravensbrück vers le 14 avril 1945. Et alors, au mois d'avril 1945, là, on est resté une vingtaine de jours, 10 jours, peut-être plus, je ne sais rien. Alors, on allait faire des tranchées. Ils nous emmenaient par le train avec les femmes. Il y avait des femmes aussi. L'homme d'un côté, les femmes de l'autre. On allait faire des tranchées anti-chars dans les Russes. On disait, c'est pour nous enterrer, comme ça. D'un seul coup, parce qu'on écoute les canons, hop, allez, réévacuation. Alors là, il y a beaucoup de gens mes camarades sont restés à Ravensbrück. Ils ne pouvaient plus suivre. Alors, où ils sont morts, où ils sont... Dans un nommé Peugeot de Billy, là, il est mort là-bas, hein. Juste à la Libération, hein. À quelques jours de la Libération. Hein. Un gars que je connaissais, que j'avais vu quelque fois. Alors, on est parti sur la route avec les femmes, puis un beau soir, on a dit, ça ne va plus de partir sur la route et puis coucher dehors et rien à manger, on s'évade. Et on a bien fait, c'était la fin de la guerre. Et on ne savait pas. Non. Monsieur Laurent, puisque vous avez des souvenirs de Ravensbrück qui était un camp destiné aux femmes, oui. Est-ce que vous avez vu à Ravensbrück aussi des enfants? Ah non, moi j'y suis été. J'ai pas vu d'enfants. Je suis retourné à Ravensbrück après. Eh bien, je vais vous dire une histoire qu'une dame, elle avait fait un pèlerinage. Elle m'a dit, je reviens à Ravensbrück parce que là, j'ai accouché d'une petite fille, une poupée. On me l'a noyée dans le lac. Et c'est vrai, hein, c'est un témoignage vrai que pour les jeunes filles, c'est vrai que, vous voyez que, et elle dit, je viens en pèlerinage parce que j'ai accouché une petite fille, c'était une poupée, on me l'a noyée dans le lac. Et quelques années après, j'ai fait un pèlerinage, j'ai trouvé cette dame, et c'est un bon souvenir qu'il faut que les jeunes filles sachent, parce que les âmes, ils arrivaient enceintes aussi, alors, il y en a quelques-uns qui se sont sauvés, soi-disant, à Ravensbrück. Mais là, cette dame, elle avait un chagrin, elle disait, ben oui, j'ai accouché d'une petite fille, d'une poupée, et on me l'a noyée dans le lac. Alors, c'est un témoignage qu'il faut que les jeunes filles sachent, comme c'était la misère des femmes. Hein. Oui. Et dans les autres camps de concentration comme Buchenwald ou Dora, vous n'avez pas vu d'enfants? Ah, non, j'ai vu à la fin de la guerre des petits juifs, au moins plusieurs, peut-être 200-300 juifs, des jeunes juifs qui avaient une dizaine d'années, qui étaient à la fin, qui sont arrivés, je ne sais pas où ils ont eu, mais il n'y avait pas de juifs chez nous. Et dans les camps de concentration, il n'y avait pas de chambre à gaz. C'était exterminé par le travail et la misère.
Il n'y a pas de chambre, pas de chambre à gaz. Et la meilleure politique qu'on avait, on disait, ben voilà, là, on mangerait bien un gigot avec des gros pois blancs. On avait faim. Hein. Il y aurait eu un rat. On l'aurait mangé, mais il n'y avait pas de rat. Hein. On voyait un civil qui se promenait avec manger une pomme. Hop, il jetait le morceau au milieu de la pomme. On se le partageait en deux. Hein. Ah, on a eu faim, faim. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 litre de soupe claire et un morceau de pain comme 2 baguettes de cigarettes, un bâton de margarine, un morceau de saucisson, ou un fromage blanc. Et des moments, la soupe, c'était fait avec des feuilles de betterave. Alors, pas bien riche. Une feuille de betterave, c'est pas bien riche. Oui, c'est sûr que... Et ce qui était terrible, c'est qu'on mangeait et on couchait dans le tunnel, vous voyez, dans un trou, parce que quand on arrivait à Dora, il n'y avait pas de camp, il y avait 2-3 baraques. Alors on nous logeait tout dans le tunnel, on mangeait, on couchait, et on allait au travail du tunnel. Et comme toilette, et ben voilà, c'était des bidons coupés, et une planche dessus, et on faisait pipi. Et tout. Pas d'hygiène, rien, même pas d'eau, C'est pour ça que même Chassenien a dit, vous emmenez votre cuillère, ben chez nous. Pas possible, parce qu'avec une cuillère bien aiguisée, on arrive même de se raser, on ne pouvait pas se raser. Oui, je voulais que M. Laurent apporte la cuillère qu'il avait, qui a été bien sur un côté bien affiné, qui permettait de se raser, parce qu'elle était tellement coupante que, voilà. Vous la voyez, mais je vous la ramènerai un jour, je vous la ramènerai voir votre professeur. Je vous la ramènerai un jour, mais je n'ai pas pensé ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez tellement d'autres souvenirs intéressants. Non, non, mais c'est une chose que je n'ai pas pensé du tout. Et quand vous êtes rentré en France, est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés pour vous réadapter à la vie normale, on va dire? Oui, parce que vous savez pourquoi? D'abord, on disait, les familles venaient de ceux qui n'étaient pas rentrés. Pourquoi tu es rentré? Ouais. Et pas lui. Ouais. Personne n'a pu se rendre compte de la misère. Ouais. Vous voyez, je connaissais un homme, un petit jeune de 20 ans qui était avec moi de la valise. Il s'était battu avec un SS. On l'a envoyé mourir en Pologne. Oui. Et est-ce que vous avez raconté immédiatement en rentrant tout ce que vous aviez vécu, ou bien est-ce que vous l'avez gardé pour vous pendant un certain temps? On était un peu honteux de rentrer et d'avoir laissé les camarades, parce qu'on disait, ben oui, à la Noël 43, on disait on sera chez nous. Et à Noël 43, on était à Dora. Ouais. Et le Noël 44, pareil. Et on ne voulait pas finir la guerre vite, hein, parce que Nordhausen, Dora, ça se trouve dans le centre de l'Allemagne. Et on ne voulait pas finir la guerre vite. Surtout des moments, les Allemands nous disaient, quand il y a eu la percée en Belgique, là, eh bien, les Allemands avaient récupéré des cigarettes anglaises. Alors il y avait un petit père civil, il avait ses 2 fils qui avaient été tués en Russie. Et il m'appelait par mon nom parce que je connaissais bien, il m'a dit, Regan, il dit, toi, les Américains, Raoust, allez, allô. Allez, il était content de se passer des cigarettes. Et puis un autre jour, j'ai dit, dis donc, t'as vu? Il y a eu un bombardement sur Nordhausen, là. Ah, il dit, non, il n'est pas vu. Hein. Et alors, dans le bombardement de Nordhausen, c'est vrai, les Allemands avaient transporté des malades de Dora dans une caserne SS. Et par erreur, les Américains ont bombardé la caserne. Le bloc caserne, 2000 morts, là, parmi les déportés. Ah oui. Ah oui, c'était terrible, là. C'est les Américains qui ont bombardé. Il y a eu 2000 morts. Hein. Par erreur. Mélissa. Mélissa. Pour quelle raison avez-vous été déporté? Il
j'ai été déporté au mois de mars 1943. Pour quelle raison? Parce que je ne voulais pas partir en Allemagne et on avait fait une manifestation pour ne pas travailler sur le terrain d'aviation de la balise, vous savez. Les Allemands, ils avaient mobilisé tous les hommes pour aller faire des tranchées pour empêcher les avions anglais d'atterrir. Vous savez, le terrain d'aviation, là, où fait du parachutisme. Alors, les Allemands ont fait faire des tranchées. Parce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on avait perdu la guerre, on a déclaré la guerre aux Allemands, et on a été, alors, dans nos mairies, c'était plus le drapeau tricolore, c'était tout le drapeau à croix gammée qu'on voyait. On n'était plus chez nous. Alors, les Allemands pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. On était soumis au régime allemand, hein, comme les Alsaciens. C'est pour ça qu'ils envoyaient travailler pas mal de gens en Allemagne. Beaucoup de vos grands-grands-pères aussi ont été travailler en Allemagne. Et puis tous ces jeunes, tous ne pouvaient pas rentrer au maquis, parce que pour rentrer au maquis, il fallait savoir où aller. Tous ne pouvaient pas rentrer au maquis. Et puis, au début, en 1943, le maquis existait à peine. Hein. Après, ça s'est amélioré, mais tous les jeunes qui sont partis travailler en Allemagne, et loin de là, tous n'ont pas été volontaires, loin de là, mais ils ne savaient pas où aller. Vous savez, quand on est dans une ville, aller se loger à la campagne, comme il fallait trouver quelqu'un pour les cacher. Et on n'était plus libre de nous. Hein. Les Allemands étaient chez nous, je vous dis. C'était plus le drapeau français, c'était le drapeau à croix gammée, et puis un petit drapeau français, c'était tout. Vous avez été arrêté avec d'autres camarades de la police? Ah oui. C'était pour le dire aux élèves, moi je le sais. C'était tous des lapalissoirs. Vous avez toute la région. Moi j'étais de Saint-Jean-le-Puy, mais je travaillais à la police comme boulanger. Et alors, tous les jeunes, il y en avait des jeunes, des vieux, parce qu'ils allaient travailler au terrain d'aviation. On les a récupérés, puis on en a appelé par nominatif à la mairie, là. Pierre-Paul juste, et puis ceux qui n'étaient pas là, ben, il est passé. Mais, alors là, ce monsieur qui nous a fait arrêter, c'est nommé Gessler. Ce Gessler, ses parents étaient en Alsace. Et alors quand on a repris l'Alsace, ils sont repartis en Allemagne. Il est venu pour se venger, ce Gessler. Alors il dit, ouais, quand il a dit, ben, 25 ça suffit, alors là, 25 ça suffit, oui. Mais on a dit, bon, ben, on remonte dans les camions, on a eu peur aussi, là. Alors on passe on dit, on va nous emmener au siège de la Gestapo qui était à Vichy. On passe la route de Vichy. On va dire, on va nous fusiller sur le terrain d'aviation. On passe sur le terrain d'aviation, on était sauvés. On a dit, on passe à Saint-Loup ou à Varennes, et on a atterri à la prison de Moulins. Heureusement, mais on a été soulagés, parce qu'on a dit, on va être... Mais ce Gessler, c'était un Alsacien qui a été quand à l'armistice 14-18, ils sont partis en Allemagne, ceux qui étaient comme ça, et il est revenu, lui c'était un fils, il est revenu, il a dit je me vengerai, et il s'est vengé. Hein. Et ce nommé Gessler, il a été abattu par le maquis à Murat, ouais, l'année d'après, je crois. Des questions? Profitez-en. Hein. Il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Pas de questions, Charline? Sur la vie dans les camps de concentration, on a vu ce matin, on a vu nuée brouillard, donc vous êtes au courant de ce qui se passait? Ah ben vous avez nuée brouillard. Vous avez vu Auschwitz, là? Oui. Alors, non, Auschwitz. Ah si, à Auschwitz. Je crois qu'on voit les tas de cheveux, non? Oui. Ah, oui, on voit les baraques aussi. Puis après on va à Bergen-Belsen, l'évacuation. Alors,
là, après, je suis été faire un voyage à Auschwitz aussi. Alors j'ai vu pareil, des tas de cheveux de femmes, les valises des Juifs, parce qu'on leur disait aux Juifs, vous emmenez ce que vous pouvez, vous allez être bien logés, vous emportez votre argent, vous emportez tout. Alors vous allez être bien logés. Alors ils emmenaient des valises avec tout leur argent, leur or et tout. Si bien que vous avez dû voir sur cette photo, des moments sur Auschwitz, des piles de chaussures. Et bien dans ces piles de chaussures, le juif était comme nous. Quand on avait quelque chose à cacher, on y cachait dans la semelle de chaussures quand on est parti de Compiègne. Dans l'argent de l'or ou un truc comme ça pour s'évader. Alors ils avaient caché tout leur or dans leur semelle de chaussures ou dans les talons de chaussures, vous voyez. C'est pour ça que vous voyez des piles de chaussures à Auschwitz. Alors quand ils arrivaient là-bas, les cordonniers, ils détaient les chaussures pour chercher l'or et tout qu'il y avait dedans. Mais il y avait des piles vous avez dû voir des piles de valises. Ouais. Tout était récupéré sur les malheureux déportés, vous avez vu même les corps. Hein. Ben même les corps. Les corps, quand il y avait un mort, s'il avait des dents en or, c'était ça, on prenait la pince, on y arrachait les dents avant de le mettre au crématoire. Oui. Et hommes et femmes. Et hommes et femmes. Mélissa? Est-ce que vous avez des possibilités de parler entre vous? Comment? Est-ce que dans le camp, vous pouviez parler entre vous? Est-ce que vous pourriez parler avec vos autres camarades de camp? Ah oui, on parlait entre nous, oui. Ah oui. Mais ce qu'on parlait, je vous dis, c'est qu'on parlait de faire un bon gueuleton. On mangerait bien un gigot et des haricots. Mais pas de politique. Non, Pas de politique. pas, oui. Et il y avait pas de politique. Et je vais dire, pas de trucs comme du catholique, comme des messes, comme des trucs comme ça. Il n'y avait rien du tout. Hein. Quotidien. Là, il y avait un curé, moi, que je connaissais. Alors, il me donnait une petite pastille comme ça. Alors, je connaissais, il s'appelait Jean-Paul Renard. Alors, j'ai dit, bon, ça faisait comme une hostie, vous voyez. Alors, ça réconfortait. Mais c'est pas tout ce qui me réconfortait, c'est qu'il me donnait un comprimé d'aspirine, ou 2 ou 3 comprimés d'aspirine. C'est là, et c'est là, avec 2-3 comprimés d'aspirine, que j'ai pu ramener un de mes camarades, M. Jean Dezard de Vichy, là, que j'avais 2 ou 3 comprimés d'aspirine de reste que ce curé me donnait. Hein. Mais il n'était pas habillé en curé, il était habillé comme nous. Hein. Mais je dis, il donnait une petite, comme une petite hostie, mais ça ne nourrissait pas. Vous l'avez soigné? C'était surtout les... Votre camarade à qui vous avez donné de l'aspirine, vous l'avez soigné avec l'aspirine qui vous Ah oui, je l'ai soigné à la fin. Hein. Il est arrivé de rentrer, il est mort il y a 2 ans. Vous lui avez permis de... Voilà, Ben oui, mais moi aussi, mais c'est Jean-Paul Renard, et ben, il était bien connu. Et je vous dis, c'est pas la petite plaque tournante qui donnait. Et comment il avait ses aspirines, lui? Comment il les... Je ne sais pas. Comment Ah il ben a il était au con. Il était au con avec l'infirmerie, un truc comme ça. Hein. Et il me donnait d'autres... 2 ou... Oui. Donc il arrivait, lui, à avoir des cachets oui. d'aspirine. Et il était au con, voilà. Il s'appelait Jean-Paul Renard. On en a bien causé de Jean-Paul Renard. Et c'est pour vous dire que... Parce qu'on n'était pas soigné, hein. Il fallait vraiment avoir de la fièvre pour être soigné, et puis... Juliette. Après que vous avez été arrêté, vous n'avez eu aucun contact avec votre famille? Enfin, Une fois que vous avez été arrêté, est-ce que vous avez encore eu des contacts avec votre famille? ah, ben, les contacts, voilà. Les contacts, quand on a été à Pédimune, on a resté 4 mois au Scré. Parce que l'île de Pédimune, c'était des Scrés pour tout le monde, d'ailleurs. Même pour les Anglais. On voyait passer les avions anglais au-dessus de l'usine. Et alors, mais ils savaient déjà ce que c'était, qu'il y avait quelque chose qui était anormal, les Anglais. Alors on a resté 4 mois sans écrire. Ma première lettre, on est arrivé vers le 15 octobre 1943 à Dora. Et là, on n'a pas pu écrire. Et puis on disait tout de suite, oh ben à Noël, on savait les Italiens, hein, les
les Anglais, les Américains débarquaient en Italie, à la Noël, on est chez nous, on avait beau moral. Et ma première lettre est partie de Dora au mois de décembre 1943. Décembre 1943, la première lettre. Depuis le mois de juin, mes parents n'avaient pas de nouvelles. Est-ce que vous l'avez conservée, cette première lettre? J'en ai une, oui, j'en ai. J'en ai, mais j'en ai donné pas mal, parce que oui. Maintenant je suis trop vieux. Hein. Ah non, vous n'êtes pas trop vieux, non, non. Mais alors on avait droit à écrire 7 lettres, 7 lignes en allemand. Alors, je suis en bonne santé, envoyez-moi des colis, et pas d'amis. Et je vous embrasse, et puis c'est tout. Hein. 7 lignes en allemand. Et vous les connaissez encore, ces mots-là? Ah oui, ben, je voyais paquette, je connais paquette. Ah si, ben, je connaissais un peu mon numéro, parce que j'étais obligé, parce que je vous dis, on n'était plus des hommes, ni hommes, ni femmes. Les femmes, c'était pareil, ils avaient des numéros. C'était des ch'tucs. Les ch'tucs, ben, on n'avait plus de... Des morceaux. Plus rien à nous. Il y avait un orchestre ou quelque chose Oui. Est-ce qu'il y avait des gens qui jouaient de la musique dans le camp? Est-ce que... Ah non, 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 non. Il y avait, on était plusieurs races, vous voyez. Et alors, des moments, quand ils demandaient la profession, des moments. Alors, il y avait les Russes, il y avait des tziganes avec nous. Alors, le Russe, il disait, profession, musicant, musicant. Le tzigane, il les connaissait déjà, les Russes. Il lui disait, la profession, c'est les musiciens, le tzigane. Et quels autres peuples, enfin quels autres hommes étaient avec vous? Donc des Russes et Il y avait des Russes, des Polonais, des Grecs, des Tchèques, tous les peuples slaves, sauf d'Américains. Mais tous les peuples slaves, des Polonais. Alors des Polonais, il y en a eu des bons, des mauvais, parce que le Polonais, il a vécu un peu comme l'Alsacien, sous deux dénominations. Alors, quand la domination était le plus forte, il était du côté de la domination la plus forte, et puis après, il est revenu. Mais les Belges, beaucoup de Belges, et puis des Belges qui parlaient français. Parce que, heureusement d'ailleurs qu'il y avait des Belges qui parlaient français. Une fois, il y avait les SS, parce que les SS, on avait un petit béret sur la tête, et les SS, il fallait le saluer à 5 mètres ou 6 mètres. Alors je lui ai dit, comme ça, salaud. Il prend son carnet, il marque salaud, et il me rattrape par le bras. Il m'emmène à l'interprète. Ah ben j'ai dit non, j'ai dit, c'est pas salaud, j'ai dit, c'est salut qu'on dit à Paris. J'ai dit, c'est quel en tant que je vous vois, en tant que je suis vieux, qui va passer une calotte, mais je m'en étais tiré comme ça. Mais enfin, j'avais bien dit salaud, et il avait bien marqué salaud, hein. Et oui, oui, ah, mais on a refait quelques petits tours. Mais il a bien marqué ça, l'SS. Et l'SS avait le droit de vie et de mort sur tous les détenus, hein. Il prenait son revolver, il en tuait un, il n'y a pas de problème, hein. Donc il fallait oser aussi le dire, hein, quand même. Hein. Ah ben oui, mais Hein, fait que c'est comme l'histoire du cigare que... ben oui, il fallait oser le faire. Mais j'avais tellement faim. Oh, ce cigare que j'ai vu. Et hop, et ben, mais je ne me suis pas démonté. Hein. Il Et fallait avoir alors, le je vous réflexe. dis, ça amusait tout le monde, je me suis déshabillé. J'avais pas de cigare, et le cigare était bien dans le fond de la caisse avec la ferraille. Oui, avec les outils. Et on a reçu 5 sous, mais on a attendu. J'ai dit au copain, il faut attendre. Hein. Ah oui, c'était pas le moment de le donner tout de suite. Hein, oui. Ouais, on l'a caché un moment. Mais c'est pour vous dire la faim, ce que c'est faim, hein, ce qu'on avait faim. Et puis alors on était dévorés par la vermine, l'été surtout des puces, des grosses puces. Et puis l'hiver, des poux à programmer, vous savez, des gros poux. Des noirs sur le dos, voilà. J'adore l'expression. Parce que les civils, ce qui travaillait avec nous, les civils, ils mettaient une feuille de papier, et il avait 4-5 assistés qui se baladaient sur le papier blanc. Et oui. Alors ils nous emmenaient à la désinfection. À la désinfection, ils étaient tous déshabillés, tout dehors. On mettait nos paquets ensemble.
On prenait les habits tout humides, puis le lendemain, on en avait encore de autant. Il est désinfecté comment, vous savez? Et dans nos autoclaves, les habits. Oui, les habits, oui. Nous, on allait à la douche. Oui, il les bouillir, quoi. Oui, j'étais tout humide. Et vous les retrouviez tout humides, quoi. Ah oui, vous oui, les oui. repreniez humides sur vous. Et puis alors, on attendait debout dans la... que la désinfection soit finie. Mais ça n'empêchait pas que ça recommençait. Ah, mais ça, parce que les poux, ils nous mangeaient, les jambes, hein. Ça mordait les poux, hein. Les puces, ça pique, mais là, ça mangeait, hein. Et alors, quand il y avait une petite plaie, ben, ils se mettaient à... Mais, je vous dis, des gros poux, presque comme des coccinelles, vous voyez. Mais c'était tous, il y avait tous le dos noir, tous les programmés, alors. C'était méchant, hein. Mélissa, comment vous les appeliez, les Allemands, enfin les SS? Vous aviez un mot pour les... comment est-ce que vous appeliez les Allemands? Est-ce que vous aviez des mots particuliers Non. pour les... Non, non. Non. Moi, pour moi, non. Voilà. Mais le civil, ça allait encore, parce que c'était tous des civils qui étaient planqués, qui n'allaient pas sur le front russe, vous voyez. Alors, et puis alors, c'était tous des spécialistes qui étaient pour la construction du V2, et ils misaient pour mettre cette arme au point, parce qu'en commençant, quand on a vu à Peenemünde ce grand cigare, 14 mètres de long, 3 mètres de large, vous voyez, c'est les fusées qu'on voit actuellement. Mais plus grosses, bien sûr, maintenant. C'est ce que je disais. Les premiers temps, nous, il y avait un réacteur, maintenant il y en a 5. Mais on disait, oh ben, c'est des petits sous-marins, ils vont nous mettre dedans, mais on ne comprend pas, il n'y a rien pour nous mettre dedans à Peenemünde. Et alors, comme je travaillais à Peenemünde, je travaillais au montage de l'aération, l'usine n'était pas finie. On montait sur le toit, alors on les voyait partir, les fusées comme ça, on a dit, ben, on voit pas ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ces bombes, hein? Et vous voyez, c'était l'avenir du monde. Parce que von Braun, qui est parti en Amérique, je l'ai reconnu après, après la guerre. Autrement, je le voyais, on était une petite usine, on était vraiment à peu près peinards, les SS, bien sûr, les SS. Les SS, c'était des fous. Et quand on est arrivé, des moments le dimanche, qui ne travaillaient pas, le commandant nous faisait marcher au pas. Alors, on marchait au pas. Alors, il commandait en allemand. Bon, tête à gauche, tête à droite, on tournait la tête de tous les côtés. On n'y comprenait rien. Des coups de revolver en l'air, on m'a dit, bon, ah ben c'est qui nous fait des défilés comme ça, ils vont peut-être nous envoyer sur le front russe. Vous voyez, on ne comprenait pas l'allemand. Hein. Quelques-uns comprenaient l'allemand, ça les a bien avantagés, vous voyez. Ceux qui savaient parler allemand, ça les a bien avantagés. Comme les Belges savaient un peu mieux parler, les Polonais un petit peu. Et là, monsieur Laurent, je vois une carte qui a été écrite en allemand, là, où il y avait quelqu'un pour vous aider à la rédiger, Ah oui, là. Oui, parce que je bah, vois... voyez, bah, oui. voyez. Oui, il copiait ce que vous lui disiez, quoi. Ah bah oui, bah, c'était à peu près tout pareil. Ah oui, bah... Oui, là, vous verrez tout à l'heure, vous viendrez voir là, tous les documents qui sont très Oui, mais intéressants. je laisse à votre professeur, et puis oui. ma petite nièce les ramènera un jour, puis s'il y en a d'autres. Voilà. Et là, vous verrez comment c'était rédigé, ce que M. Oui, Laurent alors voulait faire passer. on arrivait après d'écrire comme ça. Ah oui. Il y a même un camarade de la police, un nommé Berthuet, et ils lui ont demandé, il fallait qu'il lui demande 30 marques par mois. Ah oui. J'ai la lettre. Hein. Ah oui. Donc c'était payant. Ah ben oui, même, hein. non. Ah oui. Pierre Berthuet. Oui, oui. Vous voyez? Non, mais on demandait de l'argent. Oui, oui, je vois les Reitzigmark, oui. Oui. Monaté, oui, par mois. Et ce petit Berthuet, c'est lui qui a été tué à coup de pelle. On l'a voulu mourir en Pologne. Vous voulez peut-être aussi leur expliquer le nom des rues de la Palisse qui sont... Ah oui, la Palisse, il y a toutes les rues portent le nom des déportés. Hein. Oui, il y a beaucoup de rues à la Palisse qui portent le nom de déportés. Hein. Donc, Parce qu'ils ont fait accuser, c'est bien, le monument, on a tous les déportés. C'est bien. Hein. Ah bah oui, bah, je croyais pas que c'était... si, il y a tout là-dedans. Mélissa, tu as encore une question? Oui,
Il y en avait Oui, quand même oui. qui étaient heureux de vous revoir. Est-ce qu'il y en a qui étaient heureux de vous revoir quand même? Ben oui, mais vous êtes parti, vous n'aviez pas fait grand-chose, aller faire une manifestation pour les terrains d'aviation. Pourquoi? Pour si peu de choses, aller au bagne comme ça. Vous voyez? Ils se sont demandé pourquoi ils avaient été arrêtés finalement. Pourquoi ils ont été arrêtés? Et ça serait quelqu'un, vous voyez, qui aurait tué un Allemand. Il aurait compris qu'on soit puni comme ça. Mais là, il ne comprenait pas les Maliens. Ils pensaient qu'il y avait autre chose derrière au départ. Ils ne pensaient pas qu'ils avaient été justement arrêtés, juste pour ça. Même pensais quand qu'ils on est avaient- parti de Compiègne, on ne croyait pas qu'on allait tomber comme ça. On a dit, bon, on va aller travailler en Allemagne parce que ils avaient fait une loi qu'en envoyant un Français, ils renvoyaient 3 prisonniers de guerre malades. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça. Alors on a dit, c'est peut-être comme ça qu'on va arriver, mais on ne connaissait pas du tout ce que c'était. Cassandra? Est-ce qu'après être revenu, sorti du camp, vous avez repris votre identité ou vous avez gardé une identité? Ah, mais je sais pas, nous on n'était pas tatoués. Eh oui. Nous, on est... Ceux qui ont tatoué, il y en a eu quelques Français qui ont été arrêtés. Ils ont été envoyés à Auschwitz par erreur, dont un monsieur Beko d'Apalis. Et ils l'ont envoyé à Auschwitz par erreur, puis ils les ont renvoyés à Buchenwald par la suite. Mais c'était tout par erreur. Nous, on n'était pas tatoués. On avait un numéro comme ça, vous voyez. Attendez, là on le voit, voilà, il est d'origine celui-là, peut-être je vous le passe. Oui, voilà, Vous faites regardez. passer. Regardez ce que c'est que les habits de dépôt. Voilà. Oui, il y a même l'étiquette qui revient de Metz. Et monsieur Laurent, est-ce que vous avez repris votre métier après être Oui, revenu oui. voilà. Oui, j'ai appris mon métier à la balise, 2 mois après. Il y a ça aussi, mais c'est un peu pas pareil. Vous voyez, je vous repasse ça aussi. Parce que c'est un morceau qui est dans moi, ça. Ah, vous le faites passer, vous verrez, c'est un numéro authentique, vous voyez. C'est bien humain, puis c'est bien cousu, comme des gens qui savent bien coudre, hein. C'est pas les coups de leçons. Hein? Ben oui, mais les hommes, ça fait pas bien coudre. Mais vous voyez, c'est bien cousu, là. Ah. Encore des questions? Stéphane? Les colis que vous receviez de vos familles, ils vous les donnaient? Est-ce que vous receviez des colis de votre famille? Est-ce que vous les donnez? Des colis, on est resté bien peu. D'ailleurs, je vous dis, on est resté 4 mois sans écrire. Et après, nos colis étaient pillés d'abord à Buchenwald et en arrivant au Hong Kong. Alors, étaient pillés. Alors, les moments, on recevait du sucre, de la confiture, un morceau de pain polonais avec du cumin dedans, des trucs comme ça. Tout éventré, c'était tout éventré. Et nos familles nous envoyaient quand même un colis par semaine. Hein. Et c'est... Quand tu étais revenu, il y en avait à peu près combien qui sont revenus comme toi, qui étaient vivants? Eh bien, Il y en avait Combien il y en a à qui peu sont près revenus en combien? même temps que vous? je sais Vivants. pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Quand... Nous, sur 14, on est revenus 5. Voilà. Ça donne une De proportion. la balise. 5 sur 14 déjà. 5 sur 14. Il y en a un qui est mort quand même, qui est mort un nommé Charnet du Donjon. Et il est mort, il est parti de Compiègne, il est allé jusqu'à Compiègne, puis il était tuberculeux, il est mort au Val-de-Grâce à Paris. Il est nommé Charnet. Oui, Louis du Donjon. Oui. Oui. Eh ben, C'est la maladie qui l'a emporté. oui. Mais jamais son fils, il y a eu un fils, jamais son fils a demandé à mourir. Ah oui, c'est dommage. Oui. Jamais. C'est dommage. Et ça c'est Béon, c'était... Mais Vous voyez, ça. moi j'ai un ami déchiré, mais Béon, Oui. quand il est rentré, c'était pareil. Mélissa, qu'est-ce que vous voulez demander?
chez les Russes, on a resté 2 jours chez les Russes. Il fallait se débrouiller à manger, alors on est dans les fermes, et puis comme il y avait des bombardements, il y avait des chevaux crevés sur la route, et je dis, on découpait un bout de cheval, et au bout d'un matin, parce qu'on n'avait rien autre chose, on avait des cueillir, moi j'ai comme ça, et des œufs. Et vous êtes revenu comment? J'ai essayé de... Dans le temps. Est-ce qu'il vous reste des séquelles des camps de concentration et tout? Comment? Est-ce qu'il vous reste des séquelles de tout ça? Des séquelles, oui. Là, vous voyez, là, je ne sais pas ce que j'avais fait. Alors, j'ai reçu un coup de poing ou un coup de pied. Et alors j'ai resté comme au moins un mois sans pouvoir manger mon bol de soupe. Et vous voyez, ça ne serait pas connu, ça serait chez nous. Hein. Mais c'est un coup de poing ou un coup de pied, parce qu'il me reste moi. J'ai quelques trucs sur les fesses, parce que j'ai quelques coups de schlag quand même, parce qu'on en faisait quelques tours. Est-ce que le pantalon que vous portiez, il avait déjà servi? Vous pouvez parler plus fort là-bas, s'il vous plaît. Ah ben, mais j'ai des appareils, mais j'écoute pas mieux. Hein. Est-ce que le pantalon que vous portiez, il avait déjà servi auparavant? Ah ben oui, ah oui. Ah ben, quand il y en avait un mort, on prenait le pantalon, on le servait, et puis... C'était passé à l'abri, mais on est resté au moins 3 ou 4 mois sans pouvoir se laver, puisqu'on n'avait pas d'eau dans le tunnel, et on ne se lavait pas, alors on nous a changé une fois de temps en temps, on nous changeait la chemise et le pantalon, et puis l'hiver, on nous mettait une capote, un machin dessus, comme les femmes. De la même couleur. Et alors, les Allemands nous disaient, les terroristes, on était tous des terroristes. C'était des terroristes. Bien sûr, c'est ce qu'avait tué un Allemand, ou après par la suite, comme ça, c'était pas... Enfin, c'est arrivé. Mais je vous dis, on n'était plus chez nous. C'était au lieu d'avoir le drapeau français, comme dans toutes les mairies, on avait le drapeau à croix gammée. Est-ce que quand vous étiez dans un camp, vous parliez allemand? Oui, Quand vous étiez dans un camp, oui. vous parliez allemand? Non, moi je parle pas bien savaient. allemand, mais j'en comprenais un petit peu, mais pas un petit peu. Mais on était obligé de savoir notre numéro, parce qu'on était par numéro. Alors. Mais pour les pièces pour la construction, je les connaissais toutes par cœur. J'allais au notre magasin, les pièces étaient graissées, c'était toutes des tôles pour le V2, ou des roulements à vivre, comme ça. Alors je prenais la commande chez le civil, puis j'allais à la laverie, puis j'y allais livrer après. Alors, aussi bien qu'il y avait un civil, lui, il s'appelait Niemann. Alors, ce Niemann, des moments, il commandait un balai. Alors, je me donnais une feuille comme lui, mettais Niemann, et puis je prenais le balai pour moi, et j'arrivais de le monter au camp pour 2-3 sous. Ah, celui-là, je vais voir. Ça te va, Mélissa? J'ai changé plusieurs fois. Hein. Et les Russes nous faisaient rire. Alors ils disaient Soroshtiri, Piat. Alors, vous voyez, quand ils nous disaient leur nom en russe, Shiri, Piat, 4 ça veut dire que t'es dans 5. Ouais, je savais qu'on était jusqu'à 10 avec les Russes.